Bienvenue sur Parlons de votre mental, le rendez-vous pour venir booster vos ressources psychologiques et votre mindset en écoutant des invités inspirants chaque semaine. Vous souhaitez être performant dans vos réalisations personnelles, professionnelles, tout en étant bien dans vos baskets? Nos invités de la saison 3 nous partageront comment ils font pour développer leur confiance en eux, leur motivation au quotidien, leurs méthodes pour gérer les échecs, la pression, le stress. Ils témoignent sur leur capacité de résilience et leur détermination pour toujours aller plus loin, plus haut, en restant positif. Abonnez-vous, ce podcast va devenir votre vitamine pour vous doper vous aussi à vous dépasser pour réaliser vos rêves. Et si nous découvrions notre invité du jour? Bonne écoute à toutes et à tous. Bienvenue à toutes et à tous pour un nouvel épisode de Parlons de votre mental. On est dans la saison 3 et j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir aujourd'hui Lionel Brézéfin. Salut Lionel. Bonjour Sébastien. Alors Lionel, je crois que c'est la première fois que j'interviewe un cadre du ministère des Sports. Depuis 2009, je crois que tu es cadre au ministère des Sports, si je ne me trompe pas, à peu près quoi. 2019, je suis entré en 2019. Oui, mais après, bien avant, tu faisais déjà plein de trucs. Donc tu as un riche parcours, alors, dans le sport, mais pas que. Parce que j'ai vu que tu t'étais formé aussi à la data, donc c'est intéressant, notamment dans le domaine du sport, pour venir analyser certainement des statistiques et des données scientifiques. Donc ça, je trouve ça hyper important. Et je vais te laisser la main pour te présenter parce que tu es plein de casquettes. Donc tu vas pouvoir nous en dire un petit peu plus déjà sur tes fonctions. Et comme ça, on va comprendre un petit peu dans le domaine dans lequel tu évolues en ce moment. Donc, déjà, je te remercie pour l'invitation sur ton podcast. Je suis vraiment très content de pouvoir y participer. Pour ma part, j'ai commencé en tant que je viens pas du sport tout de suite, c'est-à-dire que je faisais du sport et parallèlement à ça, en fait, moi, j'étais cadre informatique et j'ai été cadre informatique pendant 15 ans. Donc, j'étais développeur d'applications et administrateur de bases de données. Et comme je pratiquais le pied-point et en partie le MMA, il n'y avait pas opportunité de pouvoir être justement cadre technique. Donc, j'ai fait toutes mes formations fédérales parallèlement à ma carrière professionnelle dans l'informatique. Et en 2014, donc j'ai passé mes brevets fédéraux, mon brevet professionnel, et j'ai passé ensuite mon DES, donc en kickboxing et en Muay Thai. Par la suite, j'ai passé aussi un diplôme universitaire de préparateur physique. Et l'idée, c'était vraiment d'appréhender la discipline qui était la mienne, les sports de contact, mais sous tous ses aspects, donc à la fois sur l'entraînement et aussi sur la préparation physique. Et ensuite, j'ai décidé d'arrêter l'informatique puisque le sport, ça prenait quand même beaucoup de place dans ma vie. Et puis j'étais plus forcément motivé justement pour rester dans l'informatique et rester sur un ordinateur toute la journée. Et j'ai donc entrepris de passer le concours pour le professorat de sport en 2019. Et j'ai passé le professorat en boxe et j'ai ensuite été intégré justement à la direction technique nationale de la Fédération française de boxe, au sein de laquelle je m'occupe effectivement de l'analyse de performance, donc qui repose aussi sur de l'analyse de données. Et j'ai une autre mission qui est la structuration du MMA. Voilà. Et ouais, le MMA, on en parle beaucoup. D'ailleurs, il y a un événement qui arrive bientôt, là, à la fin du mois, même pas la fin du mois, bientôt, là, c'est le 22, je crois. Il y a Hexagone MMA, là, qui a un événement, là, au Zénith de Paris, là. Ça. Donc voilà, du coup, certainement des grands champions que tu vas certainement superviser, aller voir en même temps. Je veux dire, en tout cas, c'est toujours une source d'inspiration pour les autres, d'aller voir ceux qui sont déjà dans la place. Tu as une casquette d'entraîneur national aussi, il me semble. Oui, donc là, je suis entraîneur national en lien justement avec l'analyse de performance. Et c'est aussi, j'ai entraîné, entre guillemets, au pied du ring pendant de nombreuses années. Et là, c'est aussi une casquette d'entraîneur, mais qui est un peu plus sur un autre aspect avec justement la manière de récupérer les données et de faire parler ces données et puis de pouvoir aussi accompagner les collègues sur la mise en place et puis l'optimisation de l'entraînement.
Ouais, en fait, c'est hyper complet parce que du coup, tu as été athlète, du coup, tu maîtrises la data, entraîneur, bah, en fait, finalement, tu es hyper complet, quoi. Hyper complet. Ok, bah écoute, je pense qu'on va faire une riche interview à partir de toutes ces données-là. On commence toujours l'interview du podcast par une sorte de petit portrait chinois couplé un peu avec, tu vois, un petit portrait de Proust. Donc voilà, quelques questions pour, voilà, un petit peu mettre un peu des couleurs et sur ta personnalité. Donc on commence par ça et puis après on ira introspecter ton parcours et du coup la dimension mentale. Comment tu vois les choses, toi? Qu'est-ce que le mental pour toi? Et un petit peu ta philosophie du mental dans le sport. Ok? Ça marche. On commence par le petit portrait chinois. Alors, si tu étais une couleur, quelle couleur serais-tu, Lionel? Oh, je pense que ce sera le noir. C'est la confluence un peu de toutes les couleurs. Je trouve ça intéressant et ça passe partout. Si tu étais à un moment de la journée, quel moment de la journée choisirais-tu et pourquoi? La nuit, la nuit ou le soir, puisqu'il y a beaucoup moins d'activités humaines et donc ça permet aussi de pouvoir déjà réfléchir ou travailler plus sereinement en étant moins sollicité. Je trouve qu'il y a un calme dans la nuit qui est propice à la réflexion. Ok. Si tu devais choisir un livre, quel livre choisirais-tu? Un livre que tu aimes bien, un livre qui t'a inspiré ou ta dernière lecture? Mais je lis assez peu de romans ou d'ouvrages comme ça. Je lis principalement des ouvrages techniques et en ce moment, je suis en train de lire un ouvrage sur la négociation d'Éric Bondo. Ok. T'as besoin de négocier quoi? On doit négocier, on négocie toute la journée, on négocie en permanence et du coup, c'est vrai que c'est une approche super intéressante qui consiste à placer peut-être son ego de côté dans le cadre de la négociation et mieux comprendre en fait aussi les attentes de l'autre. Donc, dirais-tu qu'il y a de la négociation avec les athlètes? Il y a de la négociation avec les athlètes, avec les entraîneurs, avec la direction technique nationale. Et en fait, on s'en rend pas compte, mais de manière implicite ou explicite, on négocie quand même une grosse, grosse partie de la journée, quoi. Ok. Si tu devais choisir une citation qui t'inspire le plus, ça serait laquelle? Ah, j'aime bien dire qu'on fait ce qu'on dit et on dit ce qu'on fait. C'est assez simple, mais c'est vrai que les équipes avec lesquelles je travaille, j'utilise beaucoup cette phrase de manière justement à ce qu'on parvienne à cadrer notre travail et maintenir nos objectifs. Ouais, la fiabilité dans la parole, c'est important. Ouais. Faire ce qu'on dit, dire ce qu'on fait. T'as raison. Si tu étais une qualité, quelle qualité serais-tu? Je dirais la détermination, mais c'est vrai que c'est une qualité qui peut être à double tranchant, mais c'est vrai que le fait de pouvoir se fixer des objectifs et de s'y tenir, je pense que c'est quelque chose de très intéressant. Et on travaille avec beaucoup de sportifs. Et l'idée, c'est que même si on bascule sur des éléments qui sont plus dans de la gestion de projet, c'est de quand même conserver ce qui fait aussi comment dirais-je, la fibre et l'essence du sportif, à savoir rester déterminé sur l'atteinte de ses objectifs. Ok. Si tu devais nous citer de tes principaux traits de caractère, ça serait lequel? Ah, je, je dirais l'humour quand même, parce que ça se voit pas trop, mais non, et finalement, c'est quelque chose qui ressort un peu quand même lors des relations que j'ai avec les gens. Donc, je dirais ça. Ok, l'humour. Si tu, est-ce que tu écoutes des podcasts? Est-ce que ça Ouais, t'arrive? ouais, ouais, j'en Ouais. écoute, j'en écoute beaucoup. Si tu devais en citer, allez, trois max qui te plaisent d'écouter régulièrement, ça serait lesquels? J'écoute justement un podcast sur la négociation de Julien Pellabert, c'est un podcast que je trouve très intéressant où il y a différents intervenants comme ça qui viennent et puis ça me plaît bien. J'écoute aussi un podcast qui s'appelle Vlan, qui est un peu plus généraliste et qui traite de pas mal éléments de société, donc c'est assez varié. Et puis, podcast canadien, dont j'ai oublié le nom, qui traite de manière humoristique des pires moments de l'histoire. Donc, ça dure 1 heure, c'est à peu près mon trajet pour venir au travail, et ce qui fait que j'arrive comme ça, justement, avec de bonnes dispositions, parce que c'est drôle, et en même temps, c'est des faits, donc c'est intéressant. Ok, super. Si tu devais choisir une musique, quelle musique choisirais-tu? Une musique, une musique, là, je sais pas trop.
Je sais pas trop, je prendrais quelque chose d'entraînant avec des paroles qu'on peut pas forcément comprendre pour pas trop réfléchir et en faire un bruit ambiant. Donc, j'écoute pas mal de la musique, justement, comme ça, musique un peu ambiante, dénuée de paroles, je trouve que ça vieillit mieux. Ok. Et ma dernière question, si tu devais choisir un sport différent de celui que tu as pratiqué, quel sport choisirais-tu aujourd'hui? Le triathlon, parce que je trouve ça très intéressant de faire comme ça plusieurs sports, sport complet comme ça, et sport d'endurance. Donc, je trouve ça vraiment, je trouve le triathlon vraiment très intéressant. C'est pour sa Ok. technicité et puis son aspect complet, quoi. Est-ce que c'est une discipline que tu utilises pour du coup le MMA? Non, mais c'est une discipline que j'ai abordée pour le MMA, parce que justement, dans le MMA, on a les percussions, on a la lutte et on a le travail que nous, on appelle le travail au sol ou la lutte au sol. Et en fait, on doit s'entraîner sur ces trois volets, donc parfois de manière liée, parfois de manière individualisée. Et c'est vrai que dans mes premiers modèles de préparation physique, j'utilisais des applications justement dédiées au triathlon, où c'était important de voir l'approche qu'avaient aussi les entraîneurs du triathlon pour pouvoir prioriser justement la manière dont ils travaillent avec leurs athlètes, et il y avait quelques similitudes avec le MMA justement. Ok, écoute, merci beaucoup déjà pour du coup ce petit profil qui est du coup bien sympa. Du coup, on peut situer un petit peu ton personnage. Et maintenant, on va un petit peu revenir sur ton parcours. Donc, qu'est-ce qui t'inspire un petit peu ton parcours à ce jour? Moi, je suis très satisfait. Je suis arrivé à l'INSEP et c'est quelque chose que j'envisageais pas il y a une dizaine d'années. Donc, c'est pas du tout un parcours calculé, c'est juste une somme d'envie. C'est-à-dire que quand j'ai commencé mes qualifications en passant les brevets, parce que j'avais souhaité ne plus combattre, j'avais plus l'envie de combattre, et donc je me suis dit je vais encadrer. Et c'est petit à petit, en fait, que j'ai poursuivi mes qualifications jusqu'à intégrer aujourd'hui la direction technique. Donc, pour moi, je suis vraiment, je suis très content d'être là, mais c'est vraiment pas le fruit d'un calcul, mais plus le cheminement d'une envie, en fait. Ok, il n'y a pas forcément un plan, mais en fait, c'est au gré de tes envies, de tes diplômes, Ouais, c'est ça. que tu t'es tracé un chemin, quoi. Et des rencontres aussi, c'est le fait aussi de rencontrer des gens qui te disent, tu devrais tenter ça, ou tu pourrais faire ça, ou c'est aussi un parcours qui a été bienveillant avec des ressources qui ont été, des personnes qui ont été bienveillantes aussi autour de moi pour aussi m'encourager sur ce parcours. Ouais, c'est important les rencontres dans les choix qu'on peut faire et comme tu dis, les rencontres bienveillantes qui permettent d'éclairer les choix. Ouais, tout à fait. Avec le recul, de quoi tu es le plus satisfait? Hum, c'est vraiment moi, c'était de porter les couleurs de l'équipe de France. Vraiment, le fait d'avoir pu, par exemple, partir sur la préparation terminale lors des Jeux Olympiques de Tokyo avec le Team France en 2021. Ça, je suis vraiment content de ça, en fait. Je suis vraiment satisfait d'avoir pu participer à ça. Les Jeux Olympiques, c'est tous les 4 ans. C'est-à-dire que nous, en tant que fédération olympique, c'est notre point de projection. Et c'est vraiment la plus haute manifestation sportive, en fait. Donc, le fait de pouvoir y participer, d'être un petit élément du rouage, ça, c'est une vraie satisfaction. Ouais. Ouais, effectivement, ouais. Puis c'est des petites équipes, mais c'est des grands événements et voilà, on n'a pas tous l'opportunité de vivre ces grands moments de l'intérieur et ça doit être génial. Si je te dis rendre possible l'impossible, est-ce que cette phrase fait écho à ton parcours? Est-ce qu'elle te parle? Ouais, tout à fait, mais même si la notion d'impossible, j'essaie vraiment de la diminuer, c'est-à-dire que je pars jamais du principe que justement que c'est impossible, mais qu'en tout cas on va tout faire pour y arriver. Donc de l'extérieur, c'est vrai que oui, c'est un peu, je comprends tout à fait, ouais, c'est quelque chose qui me parle. Allez, on va aborder le mental. Maintenant, on a fait un petit tour sur ton parcours. Si tu devais le définir, ce mot mental dont on parle régulièrement, quelle serait ta définition à toi? C'est vraiment, pour moi, c'est vraiment les habiletés, c'est les habiletés et les ressources sur lesquelles, qui, à la différence du physique, c'est vraiment quelque chose d'intrinsèque qui est basé aussi sur notre système de pensée et puis sur nos conceptions, qui nous permet justement de faire passer ces conceptions à quelque chose de réel et de concret.
par le biais de l'action, en fait. Donc, c'est vraiment pour moi le moteur de l'action. Ok. Si tu devais décrire un athlète qui a un très bon mental, tu le décrirais comment, cet athlète? Ou une Euh, personne, hein? ouais, bah ce serait basé sur une capacité d'analyse rapide et objective en prenant vraiment en considération à la fois ce qu'on est capable de faire vraiment et justement ce que représente l'adversité ou l'extérieur en fait. Même si c'est pas toujours une adversité, mais ne serait-ce qu'accomplir une tâche, même si c'est une tâche intellectuelle, c'est déjà une forme d'adversité en fait. Donc pour moi c'est ça en fait, c'est vraiment analyser objectivement ce qu'on est capable de faire et se dépasser pour y parvenir. Alors toi, quand tu étais athlète, ou même maintenant en tant qu'entraîneur ou dans tes activités diverses et variées, parce que tu fais de la coordination et de la logistique certainement, en quoi elle consiste ta préparation mentale à toi actuellement? Bah, c'est vraiment ce travail sur. Bah, moi, quand j'étais athlète, j'ai sur la fin, quand j'ai commencé à moins combattre, c'est vraiment un volet sur lequel je me suis dit qu'il fallait travailler sur le mental. Moi, je venais d'une structure où c'était vraiment, en fait, on était fait pour combattre ou pas. Il n'y avait pas de demi-mesure en fait, et du coup, le fait d'être fait pour combattre entre guillemets, bah, c'était corrélé au résultat. Donc, ça veut dire qu'en fait, quelqu'un qui perdait, c'était peut-être pas fait pour lui. Moi, j'ai eu une vraie curiosité par rapport à ça. Je m'étais rapproché justement d'un ensemble de préparateurs mentaux et psychologues qui étaient du côté de l'UPEC, l'université à Créteil, STAPS. Et j'avais commencé comme ça un petit parcours de préparation mentale. Et ça a été vraiment quelque chose de très intéressant. Et pour moi, c'est vraiment la définition de ces ressources internes. Il faut vraiment savoir de quoi on est fait, de quel bois on est fait. Et après, en fonction de ça, on peut pousser sur certains leviers pour optimiser justement ces actions. Alors moi, comme toi également, tu vois, pareil, j'ai un diplôme en prépa physique aussi, diplôme en préparation mentale. Comment tu réussis aujourd'hui finalement à mixer les deux? Parce que finalement, dans la dimension physique, on arrive à travailler des éléments, des déterminants de la performance sur le plan psychologique. Et enfin, finalement, il y a plein de choses qui sont liées. Toi, comment vous arrivez à lier ça, vous, dans vos entraînements? Bah, ne serait-ce que déjà le fait de pouvoir regarder tes vidéos, c'est-à-dire regarder tes actions, ça te permet d'avoir un visuel externe pour bien situer ton action et ne serait-ce que déjà contrebalancer ton visuel interne où tu penses avoir fait ça et le mettre face à un visuel externe où voilà ce que tu as fait vraiment, bah déjà on commence à aborder la sphère du mental. Il y a aussi sur le feedback, c'est-à-dire le retour qu'on va faire à l'athlète, la manière, les mots qu'on va choisir, la manière dont ça va être fait, bah là aussi c'est pareil, on influence clairement le mental et en fait on fait tout un tas de choses qui influencent le mental sans pour autant rentrer dans vraiment des phases de ce qu'on pourrait appeler vraiment de la préparation mentale, dans l'exercice vraiment préparation mentale, mais la qualité du feedback, le fait de proposer, le fait de dialoguer, le fait de discuter, je pense que tous ces éléments-là, en fait, ça contribue, c'est du moins la première couche qui contribue à la préparation mentale. Oui, et puis du coup, moi j'ai très clairement souvenir d'une intervention que j'avais eue du coup à l'INSEP, dans les bureaux où tu travailles, par la cellule psychologique. Alors je me souviens plus à l'époque la dame qui s'en occupait. Alors, je sais pas si elle est encore en poste, mais en tout cas elle était en charge de la cellule psychologique à l'INSEP et elle avait une intervention très intéressante sur les éventuelles pertes de motivation des athlètes et comment y remédier. C'est-à-dire que de pas se focaliser uniquement sur le résultat, comme tu disais, mais se focaliser sur sur les éléments qui permettent de déterminer les progrès qu'on fait au quotidien et également la notion de plaisir à venir s'entraîner. Et donc du coup, je pense que c'est quelque chose qui est important. J'ai envie de le pointer du doigt comme ça, mais je pense que c'est quelque chose sur lequel vous faites très attention. Voilà, ça m'a fait écho parce que tu parlais de résultats. Est-ce je gagne, je suis fait pour ça, je perds, je suis pas fait pour ça. Je pense que ça va un peu plus loin que ça. Ouais, bien sûr, surtout sur des athlètes qui font du haut niveau et qui sont sur du bi-quotidien, c'est-à-dire qu'ils s'entraînent 2 fois par jour. Donc, t'entraîner 2 fois par jour, 5 à 6 jours par semaine, forcément, si t'as pas la motivation et l'envie, et si tu prends pas du plaisir à t'entraîner, c'est pas quelque chose que tu peux faire. Une Olympiade, ça se prépare en 4 années. C'est pas quelque chose que tu fais pendant 4 ans, en fait. Donc, effectivement, il faut maintenir cette notion de plaisir et cette motivation. Sinon, c'est sûr que ça devient pénible de s'entraîner. Ouais. Ok, ok. Alors, on va parler un peu de confiance. Très souvent, la confiance, elle s'acquiert différemment selon les individus. Il y en a qui
qu'il y en a une qui est un petit peu innée, mais je pense qu'elle est conditionnée à l'éducation parentale, très souvent, qui est, voilà, les parents qui arrivent aussi, du coup, à donner une bonne estime d'eux-mêmes à leurs enfants. Et du coup, tout s'enclenche. Et il y en a d'autres qui, finalement, vont l'acquérir par l'expérience et du coup, par les belles rencontres qu'ils peuvent faire, entraîneurs, clubs, etc. Toi, ta confiance, elle s'est bâtie comment? C'est pareil, c'est vraiment le fruit d'une réflexion, parce que comme tu le dis, c'est aussi corrélé à l'éducation. Et c'est vrai que dans un sport d'opposition, surtout les sports qui sont les nôtres, quand tu prends ou quand tu entames ton combat, en fait, faut bien se dire que si on enlève vraiment tout ce qu'il y a autour, quoi, tout le décorum, mais quelque part, quand tu vas affronter quelqu'un, l'idée, c'est de se dire que de toute manière, je suis plus fort que toi. Sinon, je serais pas là, en fait, parce que moi, je viens pas pour perdre. Donc, en fait, à partir du moment où je suis dans la cage ou à l'intérieur du ring, c'est que je pense vraiment pouvoir te battre. Je sais que je suis plus fort que toi, sinon je serais pas venu. Donc, en soi, c'est quand même particulier de se dire que les oppositions que tu acceptes, en fait, c'est des oppositions où tu sais que tu te considères de toute manière comme étant plus efficace ou tout du moins plus fort que ton adversaire. Et ça, c'est aussi quelque chose d'important à avoir, mais qui se cultive, qui peut se créer aussi, mais qui se cultive si jamais t'as pas été éduqué avec comme ça une notion de l'ego peut-être aussi développée, quoi. Et généralement on le voit, je veux dire les champions, hein, il y a pas mal de champions où ils sont égoïstes et avec un ego développé, et de toute manière, tu es aussi un peu obligé d'être égoïste et tu es aussi un peu obligé d'avoir un ego développé si tu veux réussir dans ce type de sport d'opposition, en fait. Donc ça se crée aussi, ça se cultive au même titre que la compétitivité, c'est-à-dire qu'on est aussi dans une éducation où on n'est pas forcément habitué à aller chercher la compétitivité, à vouloir être plus fort que son voisin. On est plus sur des systèmes, on le voit à l'école, où on est sur de la collaboration ou de la coopération, mais pas forcément sur ces aspects-là. Et c'est vrai que dans nos sports, là, il y a une bascule intégrale où là, il y a plus de coopération, il n'y a pas de demi-mesure, et le but, c'est que de toute manière, je sois plus fort que toi, en fait, je sois quand même, mes aptitudes soient supérieures aux tiennes, en fait, et je vais le prouver et le démontrer. Donc, c'est vraiment un schéma qui se met en place, qui peut se créer, ou parfois sur certains athlètes qui arrivent et qui est déjà complet et qu'il faut surtout pas altérer. C'est-à-dire que j'ai côtoyé des champions qui avaient vraiment une forte personnalité avec un ego ou même parfois même un complexe de supériorité. Et en fait, ça, c'est des choses auxquelles il faut pas toucher. Et parce qu'on n'est pas là pour changer les caractères, pour faire en sorte qu'ils soient plus faciles à vivre en société. Mais dans une optique de performance, c'est des choses auxquelles on touche pas parce que c'est ce qui fait sa nature aussi. Est-ce que tu observes une différence entre du coup, le MMA masculin et le MMA féminin? Et du coup, est-ce que vous avez une approche différenciée sur l'entraînement, les prises en charge psychologiques aussi pour les amener à la performance? En fait, on a vraiment les profils qu'on pourrait trouver se répartissent, à mon sens, de manière équilibrée entre les populations, qu'elles soient masculines ou féminines. Moi, quand j'étais en charge des équipes de France là, de MMA amateur, j'avais utilisé l'OMSAT, qui était un questionnaire mis en place par l'Université d'Ottawa, qui avait été remanié par l'INSEP ensuite, et il permettait comme ça de voir différents aspects sur les habiletés cognitives, psychologiques, et ça permettait en fait, avec une trentaine de questions, il y a 38 questions, je crois, de mémoire, ou 42, et en fait, on posait un certain nombre de questions, et les athlètes répondaient tout à fait d'accord à pas du tout d'accord. Et elles étaient comme ça réparties de manière aléatoire, et à la fin, ça permet d'avoir une première trame sur justement la confiance en soi, le contrôle des distractions, les émotions, la gestion du stress, etc. Et en fait, en faisant passer l'OMSAT comme ça à tout mon collectif, en fait, j'avais vraiment une répartition sur certaines habiletés c'était pas du tout sexué en fait, mais l'approche elle est différente. On pourrait penser il y a quelque chose peut-être de différent avec un collectif féminin, puisqu'il y aurait peut-être plus de rapports affectifs ou sensibles qui seraient différents par rapport à un collectif masculin, mais en fait il n'en est rien. On peut retrouver vraiment tous les profils, quel que soit le sexe. Par contre, ce qui va être modifié, c'est le discours, puisque l'OMSAT, là, il permettait d'identifier des gros leviers. Donc ça, c'était vraiment, moi, l'endroit où j'allais le plus loin, entre guillemets, sur la préparation mentale. Et après, l'idée, c'est de passer le relais à quelqu'un qui est vraiment formé là-dessus. Et moi, ça me permettait au moins d'avoir des leviers. Et les leviers de motivation. Est-ce que tu combats finalement parce que c'est l'image du combattant qui te plaît? Est-ce que tu combats parce que ça fait de toi quelqu'un de perçu comme courageux ou valeureux dans ton environnement, ta famille, ton quartier, ton club? Et en fait, déterminer, puisque on a une minute de récupération entre chaque round,
Et l'idée, c'est pendant 7 minutes d'avoir la phrase ou l'élément qui te permette, toi, d'aller plus loin et de te dépasser. Donc, c'est là qu'il faut vraiment pas se tromper de levier. Ouais, effectivement. L'OMSAT, c'est vrai que c'est un outil, du coup, scientifique, testé et approuvé, qui est vraiment hyper intéressant. Et pour les auditeurs, qui permet de venir mesurer 12 habiletés mentales, voilà, divers et variés, sur le plan cognitif, sur le plan organisationnel. Et c'est intéressant parce qu'il permet aussi de venir mesurer aussi, parce que des fois, il y a des écarts, en fait, entre ce que l'athlète pense et les résultats du test. Du coup, des fois, ça peut être hyper intéressant, du coup, d'échanger par rapport à ça à travers un entretien d'explicitation, parce que c'est hyper riche, parce que des fois, l'athlète n'a pas forcément notion, finalement, des habiletés mentales qui sont fortes chez lui, et se focaliser finalement plutôt sur ses points de douleur et sur les habiletés qu'il ne possède pas encore ou qu'il trouve faibles à son goût. Et parfois, on a des bonnes surprises parce que le test montre d'autres choses. Et c'est vraiment un outil hyper intéressant, en tout cas dans le sport, mais qui peut être décliné aussi à d'autres. Ça pourrait très bien être un chef d'entreprise qui fait ça, puisque aujourd'hui, un chef d'entreprise, c'est un athlète. Non, c'est vrai, j'avais des athlètes qui étaient là, comme c'est eux qui répondent avec leur perception, et ben, ça permet aussi de découvrir des athlètes. C'est-à-dire que tu as des athlètes où t'as pas vu que la détermination, elle était aussi importante dans leur perception, dans leur parcours, et ils sont assez discrets, justement parce que ce sont des gens qui ont un contrôle comme ça et qui sont dans le contrôle et la discrétion. Mais quand tu regardes l'OMSAT, en fait, tu te rends compte que de manière intrinsèque, ils ont une vraie détermination. Et là, c'est aussi des choses, comme on dit, des leviers avec lesquels au moins on peut travailler. Tout à fait. Intéressant, c'est la première fois que je parle finalement de l'OMSAT avec un invité, mais je trouvais ça intéressant. En tout cas, je pense que ça pourrait aussi intéresser les auditeurs, et du coup, ça leur permettra de venir peut-être tester. En tout cas, s'il y en a qui veulent tester, n'hésitez pas à mettre un petit message. Je vous donnerai accès à la faisabilité du test. Ça pourrait être chouette pour les gens qui nous écoutent et qui aimeraient faire ce test. Le regard des autres, est-ce que c'est quelque chose sur lequel tu as eu besoin de travailler, ou c'est quelque chose, finalement, c'est pas quelque chose qui t'a vraiment marqué au long de ton parcours? Non, ça m'a jamais marqué. Sur l'opposition, ton plus grand adversaire, c'est toi-même, en fait. Ça va être tes craintes, ça va être ta perception, ça va être sur quoi s'articule ta peur ou ton appréhension. Et du coup, tu es vraiment dans un tunnel. Du coup, c'est vraiment ça, je l'ai gardé. C'est-à-dire que je suis plus préoccupé par mes actions et ce qui en découle, en fait, ou l'atteinte ou non de mes objectifs, que par la perception qu'on pourrait faire de mes objectifs ou le regard qui pourrait être porté sur la manière de traiter l'action. Donc, ça permet vraiment l'opposition, même si c'est quelque chose qui est central et sous les spots et il y a énormément de monde autour. Il y a vraiment un effet de tunnel, et ça a jamais vraiment influencé ni ma pratique ni ma manière de procéder, en fait. Et je fais un vrai parallèle entre l'aspect sportif de la discipline, quoi, ce qu'elle amène, et ce que je fais aujourd'hui, qui va être de la gestion de projet ou de la coordination d'équipe. Et je pense que il y a un transfert à faire et qui est faisable. Et du coup, moi, en tout cas, je m'appuie plus sur mon expérience sportive pour faire d'autres choses aujourd'hui, mais c'est vrai que c'est quand même, à mon avis, fortement influencé par ce que j'ai fait en amont. Ok, j'ai oublié de te poser une question juste avant. C'est quoi ton rapport sur le droit à l'erreur? Ah, pour moi, il est permis. Moi, en plus, ma méthode d'apprentissage, c'est plus une méthode succès-erreur. C'est-à-dire que je laisse vraiment, même pour les équipes avec lesquelles je travaille, ou même après avoir présenté, de toute façon, tu peux essayer, tu peux présenter, tu peux convaincre, mais il faut une appropriation. Et l'appropriation, elle se fait, parce qu'on est quand même des humains, on n'est pas des robots, elle se fait quand même par le succès-erreur. Je pense que c'est, pour moi, c'est la plus facile à mettre en œuvre, et c'est celle que je comprends le plus facilement. Et moi, je pense que oui, le rapport à l'erreur, il est tout à fait possible et tout à fait permis, en fait. Il faut le limiter par la préparation, mais il fait partie du parcours. Après, dans la cage, l'erreur, il faut la minimiser quand même, parce que Ouais, mais tu pourras jamais l'enlever. On est sur des ensembles qui sont très volatiles. On est sur un système qui est complètement ouvert. C'est-à-dire que c'est une grande complexité parce que on va tomber sur un individu, et l'individu, il est imprévisible par essence. Hein. C'est jamais écrit. Et donc, il faut quand même s'accorder un droit à l'erreur. Il faut l'accepter. Moi, j'ai eu des athlètes sur lesquels on avait fait des très, très grosses et très, très lourdes préparations de combat, et qui, en fait, perdent en 2-3 minutes.
C'est quelque chose qui est pas du tout, qu'ils n'avaient pas du tout appréhendé, pas du tout prévu. Et la reconstruction derrière, elle est très, très, très longue, très, très longue. Si vraiment cette erreur, elle n'a pas été anticipée, de se dire, ah bah, ça peut arriver, ouais, je peux me tromper, ou je peux ne pas avoir anticipé qu'il allait faire ça. Bah, en fait, la reconstruction derrière et l'altération de la confiance, enfin, les ravages sur la confiance, ils sont très, très importants. Ben oui, parce que quand on regarde le ratio temps de combat et temps passé à l'entraînement et sacrifice fait pour la performance, c'est sûr que ça doit être une grande déception à vivre et à surmonter pour Ouais, les, tout à fait. pour les athlètes. Ouais, ouais. Voilà. Donc après, ça demande certainement beaucoup de résilience aussi, parce que Oui, au-delà de la défaite, il y a aussi comment dire, les marqueurs qu'on voit de la défaite, c'est-à-dire les coups qu'on a pris, parce que voilà, c'est pas du tennis, là. Je veux dire, tu perds ton match, tu rentres à la maison, voilà, t'as peut-être quelques courbatures, mais là, voilà, là, tu peux avoir pris des mauvais coups, tu peux te retrouver finalement à devoir faire des examens médicaux derrière, de contrôle, etc. Donc, voilà, c'est des sports de contact, quoi, donc, qui sont, comment dire, est-ce qu'on peut dire le mot violent, mais ouais, ils sont intenses, quoi. ouais, c'est quand même invasif quand même. Pour le corps, il y a quand même des répercussions. Mais tu parlais du regard de l'autre, et le regard de l'autre, il joue aussi là-dedans, quoi. Même si il y a des gens qui ont mal, enfin, même si tu as des coups, tu portes des stigmates, bah, le regard des autres, et encore plus aujourd'hui avec les réseaux sociaux, on a des athlètes qui arrivent parfois sous pression parce que ouais, qu'est-ce qu'on va dire s'il perd face à tel ou tel adversaire, ou s'il perd en 1 minute, etc., en fait. Et c'est vrai que là, pour le coup, le regard de l'autre extrapolé justement avec les réseaux sociaux, ça a aussi un impact qui est pas négligeable. Il y a des enjeux financiers aussi dans le MMA. On dit quand même que c'est le sport de combat qui aujourd'hui rémunère le mieux ses athlètes, et du coup, il y a beaucoup d'athlètes de sport de combat finalement qui se préparent et qui veulent basculer sur la MMA pour des raisons financières, parce que dans leur discipline sportive de base, finalement, il n'y a pas autant d'argent. Euh, Donc, du coup, oui, il y a des enjeux financiers importants, quoi. Mais ouais, il y a un impact, hein, et c'est pour ça que l'appréhension de la défaite, elle est vraiment, il y a plein de dimensions derrière, en fait, et faut vraiment prévoir et faut vraiment l'anticiper, même si l'erreur, c'est pas ce qu'on souhaite. Et de toute manière aussi, tu peux très bien faire une erreur en combat, mais qui ne t'amène pas à la perte du combat. Par contre, il faut une capacité de remobilisation pour se dire, bon, bah voilà, là, j'ai fait un faux pas, ou là, j'ai eu une distraction. Il faut quand même avoir une capacité pour se dire, mettre cette erreur de côté pour continuer justement sur la poursuite de l'objectif. Ça, c'est important. Moi, j'ai eu des athlètes qui n'avaient pas cette capacité, qui avaient un schéma préconçu, un scénario bien huilé, et dès qu'il y avait une petite perturbation dans le scénario, bah, c'était impossible de recomposer, impossible de se remobiliser. Et là, bah, justement, ça peut te mener à la défaite. Donc, non, justement, je pense l'erreur, elle fait vraiment partie des scénarios. Et il faut tout du moins la regarder, l'appréhender, la mesurer, et puis pour pouvoir au mieux l'appréhender. Ouais. J'avais une question à te poser qui est, du coup, que je trouve intéressante à poser. C'est, tu sais, en fait, avant les combats, il y a la pesée et il y a la fameuse confrontation entre les deux athlètes, là. Et souvent, en fait, c'est un moment qui peut être un peu chaud, en fait, entre les deux. Est-ce que c'est un show, ou est-ce que ça peut avoir aussi un impact sur l'autre combattant, la manière dont on est à ce moment-là, en fait? Bah, ça dépend vraiment des athlètes. C'est-à-dire que tu as des athlètes, c'est de toute manière un show parce qu'il y a quand même un système économique derrière, comme tu l'as dit. Et puis, il faut c'est fait pour donner aussi envie aux gens de regarder le combat en se disant, ah, la tension est à son comble, en fait. Mais tu es dans un état psychologique qui n'a rien à voir avec une altercation que tu pourrais avoir avec quelqu'un, quoi. C'est autre chose. Mais par contre, j'ai des athlètes qui n'en ont pas besoin et qui vraiment, enfin, pour eux, ils savaient que c'était un show et c'était vraiment pas ça qui les activait ou qui les mobilisait. Et à contrario, j'ai des athlètes qui avaient vraiment besoin de cette petite phase-là, en fait, comme un petit starter, justement, en termes de motivation. Donc ça, c'est pareil, le coaching qui est fait, il est vraiment corrélé à l'athlète. C'est pas le coach qui place son empreinte, mais en fait, il faut que le coach ait la capacité, hein, et un aspect un peu plastique pour se dire, bon, bah, sur cet athlète-là, on va utiliser tel levier. Ça, il en a besoin. Il a besoin d'extérioriser, etc. Il a besoin de le faire. C'est pas dans ma nature, mais si lui, ça lui fait du bien, on va y aller. Et lui, à contrario, voilà, on va passer, on va rester très vite. Et puis, le face-à-face, on va le faire assez rapidement. Et puis après, on va passer à autre chose parce que lui, il en a pas besoin et il n'en exprime pas ça n'a pas de nécessité pour lui, en fait. Ça dépend vraiment. Ouais. En tout cas,
cette phase-là, c'est souvent la veille du combat, là, elle est souvent, je sais pas, elle est rigolote à regarder, je trouve. Il y a toujours un peu de. Il y avait un combattant américain qui, lui, à chaque fois venait, il le faisait, si tu veux, sérieusement au début, et puis après, il sortait un bouquet de fleurs, où il faisait une bise, où il sortait un plat, tu sais, un plat de nuggets ou de frites à partager. Et c'était complètement fou, quoi. C'est-à-dire que pour lui, vraiment, par contre, limite, je pense qu'il les attendait parce que ça permettait de casser ou de faire retomber la pression. Et il avait des adversaires qui rentraient vraiment dans le jeu et qui étaient vraiment déstabilisés par le fait d'avoir un bouquet de fleurs. Et au final, bah, si tu veux, les deux, bon, se font une accolade. Et puis, tu as des mecs qui étaient vraiment vexés, tu vois, en se disant, non, non, moi, c'est mon moment. Et du coup, c'était limite, t'attendais de voir ces face à face pour se dire qu'est-ce qu'il allait sortir, puisqu'à chaque fois, il sortait quelque chose de nouveau. Donc ça, c'était plutôt sympa. Ok. On va parler de motivation. C'est quoi tes trucs, tes astuces pour, déjà toi, pour être motivé et aussi pour garder la motivation de tes athlètes? Bon, la motivation des athlètes, c'était vraiment la détermination de l'objectif, en fait. C'est un travail en commun, à un moment ou à plusieurs moments de la saison, de dire, bon, bah, finalement, quel est l'objectif qu'on souhaite atteindre? Et une fois que l'objectif est fait, bah, c'est de mettre sur papier, en fait, le parcours pour l'atteindre et les jalons, en se disant, bah, à tel moment, on devra avoir fait ça, ou on devra être là. Et c'est l'idée de pouvoir ancrer cet élément dans le temps, puisque c'est assez compliqué de maintenir justement la motivation quand on sait, hein, comme on l'a dit, les sacrifices ou la charge de travail que ça représente, sans avoir un point de fuite comme ça qui soit vraiment fixé dans le temps. Donc, la motivation, elle était vraiment établie comme ça en fait. Avec aussi, pareil, hein, le fait de dire, bon, on va faire tant de combats. Donc, effectivement, on cherche le 100% de victoire, mais on se garde quand même le fait de se dire, bon, bah, celui-là va être plutôt difficile, peut trébucher, mais on apprendra quelque chose quand même qui nous permettra de faire quelque chose par la suite. Mais en tout cas, c'était la détermination en commun des objectifs pour pouvoir se fixer comme ça une conduite chronologique. Ça, c'est important. Oui, du coup, ça collabore à ce que je disais tout à l'heure sur aussi venir à un instant T aussi, venir avoir des marqueurs de progression. Oui, Faut pas tout focaliser que sur le résultat, quoi. ouais, tout à fait. Au cas où il y aurait des défaites ou, voilà, C'est ça. des choses difficiles à digérer. Tout à fait, ouais. Ok. On va parler un peu de la gestion des émotions. Je suppose que dans ta carrière, tu as dû avoir à gérer de la pression, du stress. Alors, le stress, il y a celui qui nous, en tout cas, qui nous active et celui qui nous inhibe. Comment tu fais, toi, du coup, pour gérer la pression quand il y en a, en tout cas? Bah, moi, j'avais lu quand même, j'ai lu quelques ouvrages sur le top, technique d'optimisation du potentiel, que c'était une approche que je trouvais intéressante, avec notamment des exercices sur la respiration, etc. Donc, ça, je trouvais ça intéressant. J'ai parcouru aussi des ouvrages sur justement le contrôle des émotions et de la peur avec des exercices d'occupation, par exemple, du cortex préfrontal, le fait de fixer son attention sur des choses simples, pardon, pas pour pas stimuler l'amygdale, etc. Et c'est vraiment des choses que j'utilise pour des stress qui sont des stress ponctuels ou des stress qui montent justement quand on arrive juste avant le combat, juste avant l'opposition ou juste avant une échéance qui serait significative ou avec des répercussions. Et du coup, ça permet de la gérer comme ça sur le plan physiologique. Après, sur le plan psychologique, moi, j'accorde une grande importance à la préparation. C'est-à-dire que mieux c'est préparé, plus on anticipe, plus on limite les effets de bord de quelque chose, d'une situation pour laquelle on pourrait perdre le contrôle. Donc, c'est parfois une illusion, hein, du contrôle, mais en tout cas, c'est une illusion qui fait le taf, qui permet de limiter les effets, d'avoir cette sensation de contrôle qui permet de faire redescendre le stress. Donc, les deux mis bout à bout, ça me permet quand même de finalement d'aborder un peu plus sereinement. Oui, tu parles de la préparation. Très souvent, dans le cadre de la préparation mentale, on travaille aussi avec l'aide sur le fait d'être focus sur les éléments qui sont de leur contrôle et de leur maîtrise, de faire une petite liste des éléments typiquement qui seraient pas de leur contrôle ni de leur maîtrise pour, si ça devait arriver, qu'ils soient en capacité de tout de suite se dire, mais non, mais ça, c'est pas de mon focus, ça, hop, je bascule sur les tâches qui sont de mon contrôle et le reste, de toute façon, j'ai pas de prise directe dessus, donc, on va dire, je fais en sorte de pas me distraire dessus, quoi. Donc ça, Ouais. c'est des éléments qui sont importants aussi. Après, qui sont valables dans le sport et dans tout, en fait, hein, finalement, dans tout projet, hein.
Ouais, tout à fait. La préparation et puis, comme tu dis, la définition des périmètres, c'est fondamental en fait. Ça évite les distractions et puis aussi de gérer des choses qui finalement sont pas de ton ressort en fait. Ok. Alors j'ai une question qui est sur la concentration. Très souvent, les athlètes me disent, bah, je me concentre, mais en fait, ils savent pas me dire comment ils ont fait pour se concentrer. C'est assez intéressant. Du coup, quand on est dans la cage et dans un sport de combat, la concentration doit vraiment être optimale, hein. Je veux dire, l'objectif, c'est pas de prendre un mauvais coup, de faire gaffe d'où ça vient, en fait, si ça vient pied au sol ou ailleurs. Donc, comment tu fais, toi, pour optimiser cette concentration et la rendre meilleure avec le temps? Bah, nous, entre guillemets, on est fortement aidé par l'adrénaline en fait, puisque avec l'adrénaline, enfin, c'est un bon outil quoi pour la concentration, puisqu'elle va nous placer physiologiquement dans un état qui est propice à la concentration. C'est-à-dire que aussi bien en termes de qualité musculaire, on a une dilatation, on observe mieux, on est plus réactif. Donc, pour peu qu'on soit dans le truc et comme on n'a vraiment pas envie de se faire mal ou de perdre, du coup, l'adrénaline, pour ça, c'est top. Après, sur le contrôle des distractions, justement, c'est des choses qu'il était possible de lever avec l'OMSAT, donc tout du moins d'identifier, et des choses qu'il était possible de travailler avec justement la vidéo. Et je faisais des préparations d'entraînement où, par exemple, c'était un thème imposé. Nous, c'est des rounds de 5 minutes en MMA, et c'était le même thème imposé pendant 5 minutes. Et je demandais à certains athlètes qui avaient des difficultés de concentration de se focaliser juste sur un élément. C'est-à-dire, quand tu vois cet élément, tu proposes cette réaction. Et tu vas le faire une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Et en fait, on se rendait compte, on le sait, hein, mais à la fin de la deuxième reprise, ils étaient dans des états d'épuisement qui étaient supérieurs au fait d'avoir pratiqué plus de rounds, en fait. C'est-à-dire qu'ils étaient plus fatigués par 2 rounds fortement concentrés que sur 5 rounds qu'ils feraient avec, en fait, sans avoir cette thématique en amont. Et c'est vrai que c'est quelque chose, il y a une entraînabilité aussi sur la concentration, et c'est des exercices que je mettais en place avec certains athlètes qui avaient justement des problèmes de distraction. J'avais un athlète qui, par exemple, m'a fait, une fois lors d'un combat, on fait le plan, on dit comment on va faire, on dit ce qu'on va faire se produit. Et en fait, parce qu'il y a quelqu'un dans le public qui crie ou qui dit quelque chose, du coup, il a bifurqué. Il a fait quelque chose qui n'avait rien à voir, en fait. Donc, on termine le combat, on gagne. 2, 3 jours après, on en rediscute. Et je dis, pourquoi tu as fait ça? Et il me dit, ah, je sais pas. Il me dit, j'ai entendu ça dans le public, du coup, je suis passé à ça. Et finalement, on se rendait compte que lui, sur contrôle des distractions, sur les stimuli externes, en fait, il y avait aucune barrière, quoi. Il y avait aucun filtre. Et du coup, il prenait tous les éléments, en fait, qui se passaient et il pouvait rapidement décrocher. Donc, en fait, c'était surtout un gros travail de préparation et le fait de focaliser avec des exercices à thème et la concentration, justement, ça s'entraîne aussi, quoi. Ouais, notamment sur la sélection des informations, en fait. C'est C'est-à-dire ça. que le cerveau capte les mauvaises informations et finalement n'est plus focus sur les informations les plus importantes. Finalement, ce mauvais choix de traitement des informations peut être capital dans tout projet, hein. Ouais, tout à fait. Là, je pense, je sais pas pourquoi, je pense, tu vois, j'ai une pensée par rapport aux pilotes, tu sais, les pilotes qui Ouais. sont dans les bagnoles, quoi. Voilà, je veux dire, ils sont obligés d'être focus parce que voilà, tu prends la voiture, elle va dans un mur, voilà, c'est mort, quoi. Tu rentres au garage, quoi. Mais c'est vrai, c'est important, c'est important. Et pour toi, en fait, finalement. Mais après, pour les auditeurs qui nous écoutent, et bon, qui font pas que des sports de combat, essayer d'être focus sur, du coup, ses priorités, fixer ses priorités informationnelles et les tâches qu'on a à accomplir et pour ne pas, comment dire, tomber dans les dérives du collègue qui t'appelle pour aller prendre un café ou, ou autre chose. Ben ouais, ça marche là aussi, hein. Ça marche là aussi. C'est des bonnes techniques de concentration pour optimiser son travail au travail. Mais après, de même, hein, tu vois, moi, j'ai des collaborateurs où, même dans une pièce, en fait, pendant 1 heure, ils peuvent pas rester à travailler pendant 1 heure, quoi. C'est-à-dire, ils vont se fixer, sur une conversation qui est à côté, ou, tu vois, ils vont facilement décrocher de la tâche. Donc, c'est vrai qu'il y a des dispositifs comme Pomodoro, des choses comme ça, où on va supprimer les notifications du téléphone, on va essayer de se garder des temps pour faire du deep work, un travail sur lequel, finalement, on se concentre vraiment. Donc, et ça, c'est pareil, ça s'entraîne. Je le fais aussi avec mes équipes. On se dit, bon,
Donc, fais 20 minutes, là. 20 minutes, pas de téléphone, pas de notification, pas de choses comme ça intempestives. Et après, c'est des choses sur lesquelles on peut augmenter et passer sur du 20 minutes, 30 minutes, 40 minutes, 45 minutes. Et après, faire un travail comme ça de concentration profonde, de deep work, où on n'est pas sollicité, on peut rester focalisé sur sa tâche pendant 40 minutes, de sorte aussi à être plus productif. Et ça, de la même manière, c'est des choses qui s'entraînent. C'est pour ça que notamment j'utilise de la musique sans parole ou des choses comme ça pour aussi pas être pour diminuer en fait les sollicitations en fait. Ouais, la musique classique pour ça c'est bien aussi. Ok, la dernière question. La dernière question c'est pour avoir une force mentale, on dit qu'il ne faut rien lâcher. Qu'est-ce que tu en penses toi? Je pense que c'est probablement vrai. Enfin, en tout cas, moi, je me reconnais bien enfin, je suis en accord avec cette perception. Et moi, j'associe vraiment la force mentale, à la résilience aussi, hein, au fait de pouvoir se relever ou après des épreuves qui sont du moins marquantes pour toi et cette notion de rien lâcher, de détermination. Oui, je pense que c'est ce qui forge la force mentale, en fait. Et c'est quelque chose qui est peut-être, on a des qualités techniques, il y a des qualités physiques, mais en tout cas, la force mentale, c'est quand même, comme pour moi, elle précède l'action, elle structure l'action. En fait, c'est limite le plus important. Hein. Et je pense que, Ok, que ce soit corrélé à ne rien lâcher, oui, je pense que, en tout cas, moi, ça me semble vrai. Oui. ok. Bah écoute, Lionel, merci beaucoup pour cet entretien et ton témoignage. Et du coup, comme le veut la tradition, en fait, je vais te laisser le mot de la fin. Le mot de la fin, c'est pour laisser une empreinte de toi dans cet épisode, même si tu nous as dit beaucoup de choses hyper intéressantes. Mais en tout cas, ça sera le ton mot de la fin. Et écoute, et puis ensuite, du coup, on se dira au revoir. Et je te remercie vraiment beaucoup pour tout l'apport que tu as pu amener dans cet épisode et ta vision du mental et notamment dans les sports de combat. Déjà, je te remercie à mon tour, hein, Sébastien. C'était très intéressant de ce petit panorama. Et le mot de la fin, pour moi, c'est vraiment de se former, de lire et de diversifier ses sources, quoi. C'est-à-dire, je pense des podcasts tels que le tien, ce sont des choses intéressantes lire aussi, lire pas mal de choses dans différents environnements. Et moi, je lis des choses, justement, sur la productivité en entreprise, sur le sport de haut niveau, quelques biographies aussi. Les biographies, c'est intéressant de voir comment tel athlète ou tel personnage ou tel acteur historique, justement, il s'est structuré sur un parcours marquant et voir justement quels sont les leviers psychologiques qu'il a utilisés. En tout cas, moi, c'est ce qui m'alimente. Et je pense que ce podcast, c'est aussi une bonne chose dans ce sens-là. Bon, écoute, merci beaucoup. Tu me parles à biographie, tu vois, tout de suite, j'ai pensé à celle de Mike Tyson, qui est exceptionnelle. Dans les sports de combat, c'est un sacré parcours, mais hyper intéressant à lire. Écoute, merci beaucoup. Et écoute, je te souhaite en tout cas une belle année 2023, et, de belles préparations, et puis des belles choses en tout cas en termes de résultats pour ta team, pour tes athlètes, et puis voilà, et puis pour le drapeau tricolore dans ta discipline. Merci beaucoup. Si cet épisode t'a plu, tu peux le partager en me taguant ou en lui laissant 5 étoiles sur Apple Podcast. Tu pourras aussi être tiré au sort pour gagner un test HomeSat pour évaluer tes qualités mentales.